Salutations, compagnons et compagnonnettes, sœurs et frères du médiéval. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Bohémond? Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la guerre du Pacifique. L'épisode 2, aujourd'hui, c'est la deuxième guerre sino-japonaise et l'invasion de la Chine continentale par le Japon. La Chine a donc été dépecée littéralement par les puissances occidentales au 19e siècle. Et suite à cela, les nationalistes ont pris le pouvoir en Chine. Le parti de Chiang Kai-shek, que l'on appelle le Kuomintang. Il y eut une lutte à mort entre le parti communiste chinois et le Kuomintang. Tant et si bien que les communistes ayant le dessous ont préféré, avec leur chef Mao Tse-tung, faire ce qu'on appelle la longue marche. C'est-à-dire une marche qui a laissé beaucoup de morts le long des routes, jusque dans les profondeurs de la Chine. Pendant ce temps-là, le voisin japonais en a profité. Il y eut deux incidents principaux qui ont justifié, entre guillemets, l'invasion de la Chine par le Japon. Le premier incident, c'est ce qu'on appelle l'incident de Motken, le 18 septembre 1931. Alors, si vous avez lu Tintin et le Lotus Bleu, vous avez vu exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les Japonais voulaient envahir le nord de la Chine, qu'on appelle la Mandchourie. Ils ont eux-mêmes saboté une partie du réseau de voies ferrées qui appartenait à une compagnie japonaise. Or, ce réseau était vital pour les intérêts économiques du Japon, ce qui a provoqué l'intervention de l'armée japonaise. Le Japon envahit la Mandchourie et il fonde la République fantoche du Manchukuo. Deuxième acte, le 7 juillet 1937, c'est ce que l'on appelle l'incident du pont Marco Polo. Alors c'est très simple, on est très proche de la frontière du Manchukuo et un bataillon de l'armée japonaise voit deux de ses soldats disparaître pendant plusieurs heures. Aussitôt, les officiers japonais saisissent le prétexte de faire fouiller la ville. Automatiquement, les Chinois s'y opposent et l'armée japonaise commence à envahir le reste de la Chine. Alors que les deux soldats japonais étaient simplement partis dans une maison close. C'est le casus belli que le Japon attendait pour envahir la partie littorale de la Chine. Aussitôt, en quelques mois, Pékin, Tianjin, puis Shanghai sont envahis. Et enfin, Nankin. Le 13 décembre 1937 commence avec un bombardement de l'artillerie japonaise sur la ville de Nankin, qui est alors la capitale de Chiang Kai-shek. Commence l'un des plus grands massacres de l'histoire, qui fit entre 200 000 et 300 000 morts. Les Japonais se contentent d'envahir la partie est de la Chine, celle où se trouvent les ports et les infrastructures industrielles. Le reste du pays ne les intéresse pas. À la fois, ce serait un peu trop loin de leur ligne de communication, et enfin, au point de vue économique, ça ne présente pas un gros intérêt. Alors, sur qui les Chinois vont-ils pouvoir compter? Parce que le Kuomintang s'est très vite couché devant l'armée japonaise. Les principaux cadres étaient corrompus et manquaient de valeur guerrière. Les Chinois n'ont plus que pour alliés les Russes au nord, les Américains, mais néanmoins, personne ne veut s'impliquer militairement dans le conflit. Les Soviétiques vont créer une escadrille de volontaires russes qui vont aider les Chinois. Jusqu'au moment où le Japon, dans sa soif de conquête militaire, va se tourner vers son voisin du nord, c'est-à-dire la partie de la Sibérie à l'est de l'URSS. Mais là, les Japonais vont tomber sur un os, en la personne de Georgi Yukov. Yukov que l'on retrouvera sur le front de l'Est dans les années 1943-1944, mais c'est une autre histoire. Alors, Georgi Yukov est envoyé en tant que général commandant un corps d'armée. Les Japonais rentrent dans le pays, à côté de la Mongolie. C'est la bataille de Khalkhin Gol. Alors je ne parle pas le chinois, je ne parle pas le mongol, ni le chinois, donc j'espère que la prononciation est la bonne. En tout cas, les Japonais vont découvrir un fait crucial, c'est qu'ils ne valent pas un clou en termes de force mécanisée. Il faut savoir que si les Japonais ont une très bonne aviation, ont une très bonne infanterie et une marine exceptionnelle, par contre, au niveau des blindés, ils sont vraiment nuls. Leurs blindés sont très faiblement armés et peu protégés.
Et en plus, le Japon utilise encore les tactiques de la guerre, enfin on va même pas appeler ça de la guerre mécanisée, ils utilisent les tactiques d'accompagnement de l'infanterie par le char. Blitzkrieg se marie très mal avec le saké. Alors Yukov ne va en faire qu'une bouchée, il va mener une bataille en tenaille avec ses blindés et il va faire prisonnier dans ce qu'on appelle un chaudron toute l'armée japonaise qui a été envoyée. À partir de ce moment-là, les Japonais vont signer un pacte de non-agression avec la Russie. Pacte de non-agression qui va durer jusqu'au 9 août 1945. Nous verrons pourquoi. Alors, l'escadrille de pilotes russes se retire du conflit. Elle va être à peu près remplacée au même moment par une escadrille de volontaires américains. Seulement, les USA veulent rester à l'écart du conflit. Et alors que les deux puissances antagonistes, Japon et USA, se regardent en chien de faïence sur le Pacifique, les membres de cette escadrille, que l'on appelle les tigres volants, vont être considérés comme des mercenaires. Ils vont être rétribués par une société privée de mercenariat pour chaque avion japonais abattu. Parmi ces tigres volants, l'on retrouvera un excellent pilote, le major Gregory Boyington, dit Papy, que l'on retrouvera par la suite dans l'escadrille des têtes brûlées. Mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il en Europe? Nous sommes en juin 1940. La France s'écroule sous les coups de la Wehrmacht. La France a un empire colonial et elle possède l'Indochine. Et l'Indochine qui intéresse pas mal le Japon parce que c'est une voie de sortie vers d'autres pays. Alors, les Japonais vont lancer leur armée à l'assaut de l'Indochine. Les Français vont essayer de résister, mais ils n'ont pas assez de troupes. D'autant plus, le Japon va signer une entente tripartite avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, que l'on appelle l'Axe. Automatiquement, la France doit se soumettre aux velléités du Japon, qui ne laisseront que 8000 hommes de troupes environ en Indochine pendant toute la guerre, et qui laisseront en Indochine la souveraineté coloniale des Français. Et cela jusqu'au 9 mars 1945. Alors pourquoi les Japonais sont-ils entrés en Indochine? Parce que derrière l'Indochine, il y a la Thaïlande et la Birmanie, des zones qui les intéressent grandement. Cette invasion de l'Indochine va avoir pour effet, le 26 juillet 1941, de provoquer la colère des Américains. Le président Roosevelt et le royaume de Hollande, qui possède toute l'Indonésie, va décréter une loi d'interdiction des importations à l'égard du Japon. Importations en matières premières, vivres, caoutchouc et surtout pétrole. De même, les USA vont geler les avoirs financiers japonais dans leur pays. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, les Japonais n'ont plus de matières premières pour faire fonctionner leur industrie grandissante. Ils n'ont plus qu'une solution, c'est de créer ce qu'ils vont appeler la grande sphère de prospérité asiatique, c'est-à-dire d'envahir tous les pays à côté d'eux. On verra ça une prochaine fois. Nous sommes ici un peu dans la configuration du piège de Thucydide, avec une puissance qui est déjà fermement installée dans le Pacifique, les USA, et qui voit d'un très mauvais œil la puissance montante du Japon venir lui tailler des croupières jusque-là économiques. Forcément, un jour ou l'autre, il ne pouvait y avoir que la guerre entre les deux. Nous verrons cela une prochaine fois. Voilà. Je vous remercie, si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous vous abonnez, vous allez sur mes réseaux sociaux. Et comme d'habitude, l'on vous dit le mot de la fin, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.